Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mikoulou de Photantique et si comme moi vous êtes intéressé par toutes les technologies antiques et atypiques, eh bien bienvenue ici. Aujourd'hui je vais vous répondre à une question posée plusieurs fois en commentaire sur mes vidéos ou en message privé, donc à propos des cassettes audio, c'est quel lecteur choisir? Et par extension, pourquoi le lecteur que j'ai trouvé ou qu'on m'a offert fonctionne mal, enregistre mal. Alors pour cela, je vais vous présenter les différents lecteurs qui existent par ordre plus ou moins chronologique. Je vais vous expliquer donc les avantages et les défauts de chaque lecteur, si on peut toujours en trouver maintenant en 2020. Et donc on va commencer par le premier type de lecteur. Le premier type de lecteur est le type dit de boîte à chaussures, donc c'est fait pour enregistrer de la voix. Ça fonctionne à plat, ça possède souvent une sortie haut-parleur et une entrée micro. Donc on pouvait brancher des haut-parleurs dessus, enfin souvent c'était un haut-parleur, une entrée micro, donc c'était des trucs qui étaient au départ faits pour les secrétaires et ensuite c'est simple, ce genre de lecteur. Si vous êtes né dans les années 70 ou 80, on en a vu partout. Moi il y avait des profs qui avaient ce genre de lecteur en cours, utilisaient ça donc pour les cours d'anglais, les cours d'allemand, etc. On voyait ça chez les gens pour enregistrer la voix, enregistrer de la musique, voilà, s'enregistrer avec un cordon DIN. Quand on avait deux lecteurs comme ça, on pouvait faire de la copie d'une cassette à l'autre. C'était ce qu'on voyait pour brancher sur les ordinateurs. Ce genre de lecteur, souvent, c'était assez bas de gamme, c'était avec un mécanisme rudimentaire. Donc c'est pareil pour tous les types de lecteurs, je vais faire des généralités, il y a des exceptions partout. Mais c'est des types de lecteurs qui sont quand même pas exceptionnels, qui sont vraiment faits pour de la voix. Donc ça posait pas de problème si le son est très très légèrement déformé quand c'est un cours ou un truc comme ça, mais bien sûr pour les audiophiles c'était un peu plus compliqué. Ces lecteurs là, on en trouve sur les vides-greniers, un peu partout. On en trouve toujours des neufs avec malheureusement des mécanismes encore plus bas de gamme que ceux qu'on pouvait trouver il y a 30 ans. C'est un genre de truc qui est assez solide, donc assez souvent le seul truc à changer c'est les courroies. Moi j'ai eu des lecteurs, j'en ai trouvé donc des années 60 où il y avait des condensateurs à changer, mais on va dire que très souvent il y a juste la courroie à changer et ça repart. Souvent il fonctionne aussi à pile, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des piles qui soient restées dedans pendant 10 ou 20 ans. Donc là dans ce cas là, vous avez gagné au mieux un nettoyage complet du lecteur pour retirer l'acide des piles. Au pire l'acide a commencé à bouffer certaines parties du lecteur. Et là, désolé de vous dire, mais le lecteur est mort ou alors il y a beaucoup de boulot. Ensuite, donc la plupart du temps, sur ces lecteurs-là, vous pouvez enregistrer que des cassettes de type 1. Donc c'est ceux qu'on appelle les types 0, les trucs les plus bas de gamme ne posent pas vraiment de problème dans ce genre de lecteur. Mais oubliez les cassettes haut de gamme type chrome ou métal avec ce genre de lecteur. Ensuite, on a les éléments hi-fi. Donc comme par exemple les deux que j'ai derrière moi, ça va être des éléments qu'on va mettre sur des chaînes hi-fi. Donc maintenant on peut les brancher sur des enceintes informatiques ou sur des enceintes actives. À l'époque on l'utilisait avec des amplis. On en a de toutes les gammes puisqu'on arrivait à trouver du faux hi-fi dans les années 70 et 80 dont Amstrad était un grand spécialiste. Ça ressemblait à du pro, c'était doré avec plein de trucs qui clignotaient partout comme du pro, mais à l'intérieur ça c'était pas mieux qu'une boîte à chaussures. Et ça, il y en a eu pas mal, mais il y a eu quand même, beaucoup de très très bons. Dans les bonnes marques, on trouve du Sony, Aiwa, Marantz, Denon, Pioneer, Technics par exemple, qui font des platines de qualité, qui vont des platines bas de gamme correctes à des platines excellentes. Et pour avoir une meilleure qualité d'enregistrement, on va avoir des platines qui ont 3 têtes au lieu de 2. Ça, je vais faire une vidéo sur l'enregistrement des cassettes avec, je parlerai du bias et des choses comme ça. Mais les platines 3 têtes sont toutes de très très bonnes platines. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de mauvaises platines 3 têtes. Et sur les 2 têtes, il y a aussi de très bonnes platines. C'est moins haut de gamme, ça le fait moins d'avoir des platines de tête, mais par exemple je vous ai déjà présenté ma Pioneer qui est excellente du début des années 90.
J'ai ici une Sony qui est plus que correcte aussi. Si vous trouvez du Nakamichi ou du Revox, là c'est bon, vous avez le summum de la platine. Mais vous inquiétez pas, dans d'autres marques, il y a des trucs très très bons aussi. Très souvent, ça va être les platines des années 80 et des débuts des années 90 qui vont être les meilleures platines que vous pouvez trouver. Ensuite, la qualité a vraiment dégringolé. Et puis avant, il n'y avait pas toutes les améliorations qu'il y a pu avoir dans les cassettes jusque dans les années 80. Donc ici, pour vous présenter rapidement, eh bien, je n'ai pas beaucoup de platines avec moi, mais j'ai une platine Sony des années 80. Il n'y a pas beaucoup de réglages dessus au niveau de l'enregistrement. Il faut que je change la courroie, mais la qualité de son, une fois la courroie changée, eh bien, devrait être très bonne. En tout cas, elle est jolie avec les niveaux d'enregistrement et tout ça. J'ai une platine Sony que je vous ai déjà montré très rapidement, qui est plutôt correcte aussi, sans être exceptionnelle, qui est très tolérante avec les cassettes, avec la bande qui est collante. C'est la seule de toutes mes platines qui va pouvoir lire certaines des cassettes. En enregistrement, elle n'est pas extraordinaire. Et j'ai aussi la Pioneer que je vous ai déjà présentée dans une vidéo, puisque je l'ai en 2 exemplaires et celle-là est vraiment très bonne. Ensuite, on va passer à la catégorie suivante, qui est le boombox, ou on va l'appeler les postes de radio en français. En fait, le boombox, c'est le mot anglais. Avant YouTube, j'avais jamais entendu parler de boombox. Maintenant, j'en entends parler de partout. En fait, ce sont des gros postes de radio avec lecteur de cassette, et même dans les années 90 avec un lecteur CD. Alors moi, c'est vraiment toute mon enfance, ce genre de poste. Quand j'étais petit, au départ, j'en voyais beaucoup à double cassette, et quand j'ai pu me payer le mien à 7 ans, eh bien je m'en suis payé un double cassette, mais surtout avec CD, qui existe toujours. Malheureusement, il va avoir besoin d'une bonne restauration, je pense. Le son, dans la plupart de ceux que je voyais à l'époque, était plutôt bon, mais l'enregistrement, eh bien, il n'y avait aucun réglage et souvent c'était très moyen, et voilà, on enregistrait bien sur des cassettes de type 1, sur les type 2, c'était très limite. Sur les type 4, j'ai pas souvenir qu'il y ait des boombox qui enregistraient correctement sur des métals. Il y en avait plusieurs gammes, comme tous les trucs. Certains sont vraiment hyper recherchés maintenant, comme le Ghetto Blaster. C'est vraiment le symbole du rap américain. Vous voyez les rappeurs avec leur boombox sur l'épaule. J'ai prévu un épisode sur les boombox, puisque j'en ai plusieurs à disposition, avec, si je peux, une rénovation du mien. Donc, comme je vous ai dit, qu'il y a besoin d'une bonne restauration. Si vous en trouvez un, renseignez-vous si c'est un modèle de qualité, puisqu'il y a quand même quelques daubes qui abîment sérieusement les cassettes. C'est des gros trucs en plastique malheureusement, donc ils ne vieillissent pas forcément très bien, ils ont souvent besoin de restauration. Quand c'est que la courroie à changer, ça va. Quand elle est facilement accessible, quelquefois c'est beaucoup plus de restauration, et quand il faut réparer les mécanismes de cassette, ce genre de trucs, eh bien on s'amuse. Certains valent la restauration parce qu'il y a tout un côté quand même vintage intéressant, et moi je les trouve, il y en a certains que je trouve vraiment beaux, et puis j'ai le côté nostalgique aussi. Par contre, eh bien ceux qu'on a vu apparaître dans les années 2000, et puis surtout ceux qu'on voit apparaître maintenant, je crois qu'ils sont à oublier. Le son est mauvais, avec des mécanismes qui peuvent abîmer les cassettes. S'ils l'abîment pas, on arrive même à trouver pas mal de boombox récents avec du son mono. Pour l'enregistrement, on n'en parle même pas, c'est juste un aimant qui efface, donc qui efface à moitié. Bref, ce genre de choses, vous les oubliez, ou alors vous les utilisez pour écouter la radio dans votre garage, mais c'est pas avec ça qu'on va vraiment profiter de la cassette. Et même ceux qui font CD, je vais dire que ceux des années 2000, malheureusement, ils sont plutôt oubliés. Par contre, pour ceux, comme je vous ai dit, des années 80 à 90, là souvent, ça peut valoir le coup. Ensuite, les chaînes hi-fi tout en un. Donc là, on est un peu au milieu entre les boombox et les éléments hi-fi. C'était très pressant à la fin des années 90 et début 2000, donc ça, il y en a, on va dire, depuis les années 80 de ce genre de trucs. On arrivait à faire des toutes petites, donc des mini-chaînes et micro-chaînes, donc de la qualité des bons boombox, mais on arrivait aussi à faire des merdes. En gros, on arrivait à faire des mauvais lecteurs en rajoutant 3 et 5 CD, et hop, on avait une plus grosse chaîne hi-fi. Et souvent, la qualité de son n'était pas meilleure qu'un boombox, malgré que ça soit plus gros, et voire pire. On a eu quand même des très bonnes, notamment chez JVC ou Denon, très très bonnes mini et micro chaînes. Sony aussi, je crois, mais pareil, il y a eu un peu de tout là-dedans. Comme les boombox, ça ne vieillit souvent pas très très bien, c'est du plastique, l'électronique est assez rudimentaire, à faire attention si vous en trouvez, puisque si ça fonctionne pas, ça peut être complexe à réparer, et des fois ça peut tout simplement ne pas valoir le coup en fait.
Par contre, pour les toutes dernières qui sortent, notamment les Victrola et les trucs comme ça qui font platine vinyle, cassette, CD, l'élément cassette, ça vaut les boombox bas de gamme. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul constructeur qui fait des éléments cassettes. Et à part chez TIAC qui fait une espèce de chaîne hi-fi qui a l'air d'être à peu près correcte, on est très loin du bon matériel des années 80-90. Tout le reste, je dirais que l'élément cassette sur ce genre de truc est oublié. Quasiment tout est oublié, mais désolé pour ceux qui ont ça et qui regardent cette vidéo. Vous ne profitez pas de tous les avantages de la cassette avec ces chaînes hi-fi des années 2000, de 2000 à 2020. Sur les éléments audio, TIAC fait aussi des platines cassettes. C'est les seules platines cassettes toujours construites qui sont correctes, mais les mêmes mécanismes que tous les autres. Il n'y a plus qu'un seul constructeur de mécanismes cassette, et même avec une tête de lecture correcte, eh bien ça vaut pas des très bons lecteurs comme on pouvait trouver il y a quelques années. Et enfin, pour ce que je vais parler aujourd'hui, les Walkman, puisqu'avec les boombox, c'est les deux symboles de la cassette. On avait vraiment de tout dans les Walkman. Il y en a qui étaient juste des petits dictaphones, des trucs pour enfants. On avait des modèles pro, en lecture, en enregistrement, des trucs étanches à 50 mètres, des trucs super solides en métal, des trucs tout plastiques qui cassaient la première fois qu'on le faisait tomber et qu'on trouvait dans tous les supermarchés. Bref, on avait de tout en Walkman. En Walkman, on a deux marques qui se démarquent, les Sony et les Aiwa. Je dirais que si vous en trouvez, on peut difficilement se tromper. Malheureusement, vu que c'est tout petit et miniature, certains n'ont pas forcément bien vieilli, ils peuvent être complexes à réparer. Pour les Sony et les Aiwa, la plupart, je dirais que ça vaut le coup de les réparer. Même si chez Sony et chez Aiwa, on arrive à trouver des trucs bas de gamme qui étaient souvent pas si mauvais que ça en fait en lecture, mais les fonctionnalités très limitées, avec des trucs beaucoup plus haut de gamme. Par exemple les Walkman Pro de chez Sony, j'aimerais bien en trouver un à un prix correct. Bah là c'est extraordinaire, on a le Walkman qui enregistre, on peut brancher un très bon micro, on enregistre des cassettes métal avec Dolby, bref, ouais, on en trouve de tous les types. Pour les Walkman qui sortent actuellement, souvent, très souvent, malheureusement, ce sont les mêmes mécanismes pourris qu'on peut trouver dans les chaînes hi-fi de 2020 et les boîtes à chaussures de 2020. Les mécanismes sont vraiment pas terribles, la qualité du son va être déformée. Par contre ici j'ai malheureusement pas en état de marche, il faut que j'arrive à trouver comment le réparer parce que ça peut vraiment valoir le coup. Un Walkman correct en Aiwa avec donc auto-reverse, un égaliseur, etc. Malheureusement, eh bien, la platine cassette ne fonctionne plus, ce qui faisait cassette et radio, comme beaucoup de bons Walkman. On avait aussi donc des Walkman, ça qui était offert en cadeau, ou ça en tout cas c'était offert en cadeau, avec un haut-parleur. Ça, voilà, c'est le genre de mécanisme tout pourri, en mono. Ça, c'est bon pour présenter en vidéo, mais ça vaut pas le coup que je tente de le réparer. Là, je vous parlais des Sony et Aiwa en modèle beaucoup plus standard. Voilà ce qu'on peut trouver en ressourcerie. Les deux, la courroie était à changer, et toujours à changer d'ailleurs. Je vous ferai peut-être une vidéo quand je l'aurai changé. Des machines rudimentaires, mais très correctes au niveau qualité du son. Et si vous en trouvez un maintenant en état, que vous vous sentez capable de changer la courroie si la courroie ne fonctionne plus, eh bien n'hésitez pas à le prendre. Ce genre de truc est une très très bonne introduction à la cassette, beaucoup plus que les Walkman qui sortent actuellement. Et enfin, le dernier type de lecteur que je voulais parler, c'est les lecteurs qu'on trouvait dans les voitures, les autoradios. Ça, n'ayant pas de voiture, n'ayant pas pu faire beaucoup de recherches dessus, pas grand chose à dire dessus. Mais pareil, il y avait tous les types, toutes les gammes. Malheureusement, vu que ça vibrait pas mal, ça avait tendance à chauffer et à abîmer les cassettes. À moins que vous en ayez un très bon, je ne les conseille pas. Mais c'est pareil, je suis pas vraiment de très bons conseils là-dessus, puisque je ne les connais pas très bien. Donc je n'ai pas parlé de tous les trucs de niche, les appareils de studio, les répondeurs, tout ce genre de trucs. Ça peut faire l'objet, si j'en trouve, de vidéos séparées. Mais en tout cas, voilà les gros types de lecteurs qu'on peut trouver. J'espère que ça vous a plu. C'était aussi, en plus de vous présenter les différentes platines cassettes, c'était pour moi l'occasion de tester une vidéo entièrement à l'iPhone chez mes parents, donc sans éclairage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à dire ce que vous en pensez dans ces mêmes commentaires, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et je vous dis
Soyez authentiques et atypiques et à bientôt.